Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière d'IT et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de science-fiction, ou peut-être pas, puisqu'on va parler d'informatique moléculaire avec Erfan, qui est le fondateur de l'entreprise Biomemory, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le stockage de données sur ADN. On va découvrir un petit peu ce monde peut paraître assez étrange, mais qui commence à devenir malgré tout une réalité. Bonjour Erfan, bienvenue Bonjour dans Dorian. Orange Grenadine. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, que tu te présentes et que tu présentes un petit peu ton parcours rapidement, savoir un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené final à créer Biomemory, qui est l'entreprise qui stocke des données sur des molécules, en l'occurrence l'ADN. On y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Erfan Arwani, je suis un des cofondateurs, le CEO de Biomemory. J'ai 49 ans, j'ai grandi dans l'est de la France, dans une petite ville qui s'appelle Ilkirch-Graffenstaden. C'était aussi le siège social de Telik Alcatel, donc une entreprise bien connue de la microélectronique avant les années 2000, qui aujourd'hui a pratiquement disparu. Et je suis devenu ingénieur un petit peu, je pense, par hasard, parce que je ne savais pas bien ce que je voulais faire. Et c'était une solution de facilité pour moi, parce que j'étais pas mauvais à l'école, mais je travaillais pas beaucoup. Euh, donc, des matières dures comme celles qui nous conduisent à l'école d'ingénieur, c'était un petit peu ma destination sans trop réfléchir. Donc tu avais déjà des facilités sur les matières scientifiques. Je pense, pour être parfaitement transparent et honnête, je pense que j'ai d'énormes facilités dans beaucoup de domaines, mais que si je suis pas motivé par ce que je fais, je ne travaille pas du tout. Mhm. Et donc, j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher ma motivation, à chercher des choses qui m'intéressent. Euh, et j'y suis arrivé en passant notamment par les diplômes, donc école d'ingénieur, école de commerce, puis du travail dans le monde financier. Mhm. Là, pareil, un petit peu par hasard. Je cherchais un travail et une personne que j'avais rencontrée pendant un stage me dit: il y a du travail ici. J'y suis allé, j'ai fait un entretien et ça a commencé comme ça. Pas un environnement dans lequel j'ai trouvé de la motivation. Il fallait que je me force à me lever le matin. Euh, et ensuite, j'ai eu à prendre une décision, soit être opérateur en salle des marchés, donc les traders, dans mon cas, des produits dérivés actions indices en Europe, aux États-Unis, ou créer une entreprise. Et j'ai choisi de créer une entreprise parce que j'avais l'impression que je ne trouverais pas mon compte dans une salle de marché. Et j'ai bien fait parce que je m'amuse beaucoup en fait en tant qu'entrepreneur. J'ai pas l'impression de travailler. Moi qui suis un grand passionné de jeux, toutes sortes de jeux, hein, des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux vidéo, j'ai l'impression de participer à un jeu, mais à un jeu un peu sérieux dans lequel il y a des vraies conséquences. Un jeu grandeur nature quand même, Ouais, avec des enjeux bien sûr. ouais, ça m'amuse, mais je fais quand même attention hein, de rien casser. Mais ça m'amuse beaucoup. Il vaut mieux. Dans toutes ces expériences que tu as eues, donc tu disais que tu étais passé par ingénieur, tu es passé par la finance. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené au final vers la biotech? C'est le hasard complet ou là aussi une opportunité qui est arrivée un peu par hasard, comme tu disais, ou vraiment une vraie détermination, une vraie prise de conscience sur quelque chose en particulier? Non, je crois comme beaucoup, je crois pas à la chance. Je crois que la chance, c'est des opportunités. Et je suis un gros créateur d'opportunités. C'est quelque chose que je sais bien faire. Et donc, je laisse traîner mes oreilles partout. Je pose beaucoup de questions. Je suis assez curieux des gens, des choses. Et un jour, une personne m'a dit, ben, il y a des chercheurs à Paris, CNRS Sorbonne Université, ils travaillent sur un sujet. Il avait eu du mal à m'expliquer ce que c'était. Mais j'y suis allé pour en savoir plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Donc cette expérience, après, t'a amené vers la biotech parce que tu connaissais pas du tout cet univers de biologie au final. Est-ce qu'il y a une personne en particulier, par exemple, qui t'a guidé vers ce chemin-là ou un fil rouge qui t'aurait conduit vers ça? Non, je crois pas. Je crois que fondamentalement, ce qui m'intéresse, Parce que c'est c'est... pas naturel du tout de passer de l'aspect vraiment financier à de la biotech. Je vais peut-être arrêter d'écouter ce que les gens avaient à me dire pour mon bien. Ouais. Va en prépa, fais ce diplôme, travaille ici. Euh, je crois que j'ai fait le tour de tout ça et je suis arrivé à un moment de ma vie où bah, j'ai fait mes propres choix en me posant mes propres questions, en cherchant des réponses les plus objectives possibles. Euh,
je, je- je pense que j'ai des facilités à embrasser les technologies, quelles qu'elles soient. Je viens du monde des technologies de l'information, donc Mhm. l'IT, les ordinateurs, les systèmes, et j'ai une facilité avec les chiffres, notamment ceux du monde financier, mais pas que. Et donc, aller chercher quelque chose qui peut servir à l'IT via la biotech, c'est une possibilité, c'est intéressant. Pour moi, ça aurait pu être le monde quantique, Mhm. je le pense. Au détail près que le quantique, c'est beaucoup plus compliqué que le moléculaire. On le maîtrise moins. La majorité des opérateurs du quantique Mhm. font des constats, mais régulièrement ne savent pas expliquer pourquoi. Alors que dans le monde moléculaire, c'est un peu inversé. On comprend déjà un Mhm. peu mieux ce qui se passe. Alors, pas tout, hein, évidemment. Donc, on peut utiliser ça pour faire des choses passionnantes. Peut-être parce que le quantique aussi, ça reste quelque part très théorique, là où la biologie et la biologie moléculaire peut-être est plus, on a plus de connaissances dans ce domaine-là, donc c'est plus facile peut-être à appréhender, à maîtriser et à intégrer dans des technologies, comme tu le fais avec Biomemory. Je ne suis pas très sûr qu'on ait plus de connaissances en biologie moléculaire, parce que la mécanique quantique, ça existe quand même depuis très longtemps. On y travaille depuis longtemps. Euh, je pense juste que c'est un petit peu plus simple. Enfin, c'est pas non plus très simple, mais c'est un peu plus abordable que le quantique. D'accord. Et justement, bah, ça m'amène à parler de Biomemory. Donc, tu as cofondé Biomemory il y a combien de temps maintenant? Biomemory a été créé le 2 juillet 2021. Donc depuis 2021, vous essayez justement, enfin vous essayez, vous faites, vous Alors, mon justement coach serait pas content. On maîtriser, n'essaie pas, on fait. je pense que vous faites, et vous faites très bien, maîtriser justement ces technologies biologiques justement et intégrer à l'informatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Biomemory, ce que c'est, d'où c'est né un petit peu avec tes cofondateurs, d'où est venue cette idée-là et ce que vous êtes en train de faire, alors dans la mesure de ce qui est confidentiel ou pas, est-ce que tu peux dire, mais nous parler un petit peu de l'état de vos travaux en ce moment. Oui, alors c'est un sujet qui a été abordé d'abord par deux chercheurs, un du CNRS, un directeur de recherche qui s'appelle Stéphane Lemaire, et dans un laboratoire mixte avec Sorbonne Université. Et donc le chercheur, enseignant chercheur Pierre Crozet, donc en binôme, ils ont travaillé travaillé à construire des fichiers stockés sur ADN. On appelle ça de la prématuration quand ça se passe. Donc c'est des TRL bas, donc des niveaux de recherche plutôt fondamentaux. Mhm. Ils ont rencontré des fonds d'investissement qui leur ont dit que ça serait bien de créer une entreprise. Ils ont cherché un dirigeant. Ils ont rencontré quelques-uns et m'ont retenu moi. Et ensuite, on a passé quelques mois à préparer le sujet, puis à créer l'entreprise. Donc, finalement, je suis arrivé il y a 5 ans dans ce sujet et j'ai créé l'entreprise quasiment un an après. D'accord. On ne fait pas ça tout de suite. Et aujourd'hui, la vision qu'a la société, c'est d'embrasser l'informatique moléculaire, c'est-à-dire utiliser des molécules de type polymère comme l'ADN pour rendre des services, comme aujourd'hui le fait l'informatique dite de la microélectronique, celle qu'on connaît tous de tous les jours, parce qu'on a des soucis de montée en puissance. On le voit dans plein de domaines. Mhm. Alors, le sujet à la mode aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, notamment les LLM avec l'apprentissage de l'inférence. Mais il y a beaucoup d'autres sujets en informatique, il n'y a pas que ça. Et on voit qu'il y a des délicatesses de montée en puissance. Et donc, c'est important d'apporter des informatiques différentes pour aller rendre des services spécifiques. On a vu le quantique et on voit l'informatique moléculaire maintenant arriver. Et donc, le rôle de Biomemory, c'est d'investir la partie stockage, puisque on peut faire plein de trucs avec des molécules, Mhm. mais le point d'entrée, c'est le stockage. Si on ne sait pas créer les molécules, si on ne sait pas les maintenir, on ne peut rien faire. Donc la priorité au stockage, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir du compute sur des Bien sûr. chips, par exemple, moléculaires? Oui, alors sur les chips moléculaires, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça va se Alors, passer, mais oui, je du suppose, calcul et mais du ouais, transport, absolument. Et d'ailleurs, le devenir de Biomemory, ça sera de faire du calcul. Ça, c'est certain. d'accord. Puisque tout simplement, moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Mais c'est aussi ce qui, en valeur, représente le plus. Donc oui, on ira le plus tôt possible sur le calcul et on a déjà des plans pour ça. D'accord. Donc on parle beaucoup d'informatique moléculaire. Moi, par exemple, bah là, il y a ma mère qui va regarder le podcast, j'imagine. Comment tu vulgariserais justement l'informatique moléculaire? Parce que ça ne parle pas pour l'instant à beaucoup de monde.
Comment tu pourrais peut-être l'expliquer de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre? C'est vrai qu'on est parti directement dans le sujet, Oui. mais c'est vrai que c'est encore un peu nouveau. Alors, je vais l'expliquer de manière simple, mais c'est très intéressant. En fait, et je me suis rendu compte que les personnes, quel que soit leur âge, hein, des collégiens comme des retraités, adoraient demander comment ça fonctionne, contrairement à la microélectronique, où personne ne demande jamais comment fonctionne un disque dur, alors que c'est immensément compliqué. Et donc, je vais construire ma réponse en fonction de ce qu'est la microélectronique. La microélectronique, ce sont des impulsions électromagnétiques, donc des déplacements d'électrons et des polarisations de surface, en gros avec des charges. Et, et donc, on est sur des particules élémentaires. L'informatique moléculaire, ce sont des molécules, donc des constructions plus grosses. On utilise, nous, un exemple de support, un polymère qui s'appelle l'ADN. L'ADN, ce qui, à l'origine, sert à stocker le patrimoine génétique du vivant. Mhm. Donc le nôtre est celui des animaux et des végétaux, des champignons, tous les autres. Un polymère qui existe depuis presque 4 milliards d'années, donc qui a fait ses preuves. Il sert à plusieurs choses. Stocker, transmettre, mais aussi exprimer. Exprimer pour créer des protéines, pour gérer le métabolisme du vivant. Et nous, on a retenu la première fonctionnalité, donc stocker. Et comment ça se passe? Ben, tout simplement, c'est un polymère. Polymère, ça signifie plusieurs monomères. Donc, on ajoute des structures identiques les unes derrière les autres parmi un choix fini. Et le choix, c'est 4 monomères différents, donc 4 bases, 4 petites molécules, les fameuses lettres de l'ADN, A, T, G et C. Mhm. Et c'est intéressant parce qu'on a un petit alphabet comme ça, et on sait qu'avec un petit alphabet, eh ben, on peut recréer à peu près toutes les données du monde digital qu'on connaît. Et du coup, c'est quoi? C'est faire correspondre les 0 et les 1, le binaire qu'on a dans le monde électronique, et le faire matcher avec justement cet alphabet justement qu'on retrouve dans l'ADN, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est un encodage, Mm. donc un changement de base au niveau mathématique, qui est relativement simple. Je dis relativement parce il y a des conséquences derrière, mais Mm. d'un point de vue mathématique, quand on regarde l'algorithme, il est relativement simple. Et c'est pas là qu'il y a la complexité, mais c'est là qu'il y a la faisabilité. En termes de support de stockage, donc pour l'instant, donc qu'est-ce qui matérialise justement, parce qu'on parle de disque dur dans l'informatique, et quand on parle d'informatique moléculaire, on parle de quoi? On parle de disque aussi, on parle de cartes. La comparaison avec le disque dur, le disque dur, c'est un grand boîtier métallique avec euh, une carte mère. Mhm. Et dans le boîtier métallique, il y a des plateaux. Et sur les plateaux, il y a un support ferromagnétique. Donc, ce support ferromagnétique est polarisable. C'est-à-dire qu'on peut changer l'orientation Mhm. du magnétisme de manière locale. Et ensuite, il y a une tête de lecture qui va regarder où ça en est sur un endroit très petit pour savoir si c'est un 0 ou un 1. Et donc, dans le monde moléculaire avec l'ADN, la molécule d'ADN porte l'information, donc c'est l'équivalent du support ferromagnétique, et l'équivalent du disque dur, du plateau, Mhm. c'est la carte. C'est une isocarte, donc une carte bancaire, fonctionnalisée pour ça. D'accord. Donc cette carte, potentiellement, je la mets dans un appareil, je vais pouvoir la lire, et derrière, avec un ordinateur traditionnel, pouvoir récupérer les données et pouvoir les exploiter Alors, ça via, ne va via pas rentrer dans l'encodage, un ordinateur traditionnel dans un premier temps parce que on est au début de cette bien informatique. sûr. Donc, elle est plutôt destinée aux professionnels du cloud, donc plutôt destinée aux grandes entreprises et dans un premier temps aux grandes administrations et aux GAFAM. Mhm. C'est eux qui vont très certainement l'utiliser avant les autres. Euh, mais c'est vrai que le fonctionnement fait penser à un lecteur de cartes, puisque mécaniquement, ça se passe comme ça. Après, à D'accord. l'intérieur du lecteur de cartes, il y a pas mal de choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec l'ordinateur, notamment pour déplacer des molécules. Ça ne se fait pas par des impulsions électromagnétiques, ça se fait avec de la microfluidique, donc du déplacement D'accord. de petites quantités de solutions, donc de l'eau, avec de l'ADN dedans. D'accord.
Et pour l'instant, donc, si je reviens sur le créneau de biomemory, de ce que tu dis, vous allez rester pour l'instant sur un créneau B2B. Donc, on ne pourra pas imaginer avoir une carte mémoire faite avec de l'ADN sur laquelle on va pouvoir stocker nos photos de vacances, par exemple. C'est vraiment, pour l'instant, un matériel qui va être installé dans des data centers, c'est ce que tu dis. Oui, alors notre volonté, c'est d'offrir une stratégie de conservation des données qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde électronique. Aujourd'hui, quand je donne mes photos à Apple, à Amazon, à Microsoft ou à Google, ils ne peuvent pas me garantir, il n'y a rien qui garantit qu'ils peuvent les conserver 50 ans. Mm. Si j'ouvre les contrats, je ne vois pas que ça peut être conservé pour 50 ans. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le faire et ils n'ont pas les outils pour le faire. Pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Et donc, nous, on veut apporter cette spécificité. Alors oui, ça fonctionne pour les photos qu'on a envie de garder pour les générations d'après, mais ça fonctionne pour 1000 autres sujets, Bien sûr. notamment tous les cas réglementaires, dans tous les domaines. Le monde de la santé, le monde de la recherche, le monde industriel, et c'est sans fin. Ce serait quoi le use case, par exemple, sur lequel les entreprises auraient le plus d'intérêt à travailler avec biomemory, par exemple? Les entreprises aujourd'hui qui veulent faire confiance à Biomemory cherchent un support de stockage résilient dans le temps et peu énergivore. Mm. Donc, résilient, ça signifie beaucoup de choses, mais dans l'esprit aujourd'hui de nos clients, ça va durer dans le temps et ça va être difficilement attaquable. Il reste quand même un support physique. Donc, ce que tu dis, c'est que ça va pas forcément se dégrader dans le temps. C'est ça? Ça va se dégrader dans le temps, mais ça se dégradera à une vitesse beaucoup moins importante que l'électronique. D'accord. Je vais faire une comparaison de nouveau. Dans le monde de l'électronique, le monde professionnel, pas la maison, les disques durs sont changés en général au plus tard tous les 3 ans. Parce que sinon, on risque de perdre des données. Mm. Nous allons apporter des garanties de 50, 100 et 150 ans pour commencer avec l'ADN. Ce sera 3 essais là différents. Wow. Donc c'est vraiment c'est plus qu'une extension. C'est Oui. un prolongement vraiment de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du disque classique électronique, quoi. Et ça correspond à des cas d'usage spécifiques. Donc, D'accord. 50 ans, c'est le contrat de prêt. 150, c'est la santé sur toute une génération, y compris les gens les plus vieux. D'accord. Donc, ce que je vois avec Biomemory, et tu me corriges si j'ai tort, ça sera plutôt dédié à du stockage long terme, donc de l'archivage potentiellement d'informations. Mais quid demain, donc tu parlais du cloud, j'ai envie de démarrer une VM pour mon application et de la faire démarrer sur un disque moléculaire. Ça pourrait fonctionner ce genre de cas par exemple? Ou est-ce que c'est pas vraiment le cas d'utilisation qui serait prévu? Il faut comprendre ce que c'est un ordinateur et une VM et à quoi ça sert. Donc, c'est de manière basique un noyau avec un ordonnanceur, un système de fichiers, c'est toutes ces choses pour mener des opérations diverses et variées. Il faut voir le cloud moléculaire comme un certain nombre d'opérations qui seront mieux menées qu'avec l'informatique d'aujourd'hui ou le quantique. Et nous, notre accès au marché, c'est d'expliquer que notre différenciant, c'est du stockage long terme. Mais ça, c'est juste un accès au marché. C'est les premières années. Ce qui va arriver immédiatement après, c'est 2 choses. La première, toujours dans le monde du stockage, de pouvoir stocker énormément de données. Mm. Donc des capacités complètement folles et pas vues jusqu'aujourd'hui avec le monde de la microélectronique. Et ensuite, ou même en parallèle, en fait, de l'accès à des cas de calcul sur l'apprentissage de l'inférence, de la recherche dans des data lakes non structurés, qui seront nettement plus efficaces et que la microélectronique et que le quantique. Donc en termes de performance, on y gagnerait aussi. On pourrait stocker plus de données et on pourrait en même temps les exploiter de manière plus rapide quelque part. Oui, mais pas dans tous les cas de figure. C'est pas fait pour, par exemple, faire de l'accès random dans une base de données ou un jeu vidéo ou de l'embarquer dans un avion. C'est pas fait pour ça. Mais c'est fait pour aller faire des opérations massivement parallélisées. Beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui avec des GPU NVIDIA ou autres. D'accord. Donc du coup, ça amène sur le terrain de l'IA pour de l'entraînement de modèles, par exemple, de LLM.
et qu'on veut entraîner un LLM à partir de données qui sont stockées sur du disque moléculaire. Donc on gagnerait aussi là en performance et en temps d'entraînement, c'est ce que tu dis. Bon, il y aurait quand Oui. même le temps de compute dans tous les cas, mais en termes d'accès à la donnée, ça serait beaucoup plus rapide et facile. Ah non, moi, je pense que et sur la lecture des données et sur le compute, on va y gagner. Et la différence se fera pas au sommet d'utilisation des LLM. Parce que je ne suis pas très sûr que les LLM, ça perdure dans le temps. D'accord? Euh, Intéressant. Pourquoi ça? Parce ils n'ont pas de lien avec la réalité. Ils ne sont pas en train de prendre des données de capteurs qu'on a sur nous. Ça de- pourrait avec les MCP qui sont arrivés il y a quelques mois de ça. C'est enfin, c'est une sorte d'ouverture quelque part. je suis pas un messie, hein, j'écoute beaucoup ce que les gens disent Mhm. et je me fais ma propre opinion. Mais j'ai l'impression que la différence se fera quand on aura des robots avec des capteurs et qu'on ne sera plus sur des modèles LLM, mais des modèles real world qui nécessiteront des puissances de calcul qui n'ont rien à voir avec ce qu'on utilise aujourd'hui pour les LLM, qui vont déjà saturer les data centers. Mhm. Donc je pense que là, on aura besoin d'autres formats de compute. Quand tu parles de modèle real world, du coup, c'est quoi exactement pour ceux qui connaissent pas? Alors, moi, je ne suis pas un expert en l'intelligence artificielle, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de structurer de la donnée pour nourrir nos, nos moteurs d'apprentissage d'IA. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 100 millions de robots qui se déplacent et qui peuvent euh, utiliser leurs 5 sens, enfin des sens équivalents aux nôtres, Mhm. pour, euh, pour apprendre. Par contre, je rebondis sur un point intéressant. Tu disais donc dans les data centers, potentiellement ces solutions-là pourraient être utilisées d'informatique moléculaire. Est-ce qu'on pourrait considérablement, du coup, et je pense que ça sera le cas, mais réduire considérablement la consommation et la taille aussi des data centers actuels? Oui, dans ces deux aspects, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les data centers hors Europe rentrent en compétition en consommation d'énergie avec les autres entreprises et les foyers. En Europe, il y a de la réglementation qui va limiter ça, mais c'est quand même un problème. Mm. C'est-à-dire que si je suis une entreprise qui a les moyens, je vais pouvoir prendre l'énergie de la ville parce que je mettrai 100 fois plus d'argent sur la table et que euh, ça va être difficile de refuser. Donc c'est quand même un problème. Ouais. Donc il y a deux solutions à ça, soit on réglemente, soit on innove. Moi, je suis pas super fan de tout réglementer à fond parce que ça rend pas les gens heureux. Ça, l'histoire l'a montré. Mm. Donc je préfère innover. Et effectivement, l'informatique moléculaire, on pense, avec les premiers papiers, que on pourrait diviser la facture énergétique par 10 000 sur plein de cas d'usage. C'est énorme. C'est fantasmagorique, oui. C'est vraiment énorme. Quand on Donc voit que ça, la consommation des cloud providers actuels a monté avec l'IA, alors j'ai pas l'ordre de grandeur précis, mais elle a vraiment explosé. Ça pourrait vraiment être une solution à ça. oui, ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Donc ça ouvre la voie à la régionalisation des data centers. Tu Mhm. consommes moins, tu vas plus facilement dans les petits data centers proches des entreprises. Mhm. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que les consommations par rack aujourd'hui ont bien augmenté. Or, les data centers, ils sont pas renouvelés. Enfin, le bâtiment n'est pas renouvelé Mhm. tous les ans. Donc, il y a des espaces qui se libèrent. Aujourd'hui, les data centers ne sont pas tous pleins. Largement pas. Il y en a même qui se libèrent à D'accord. 30%. C'est étonnant vu la demande qu'il y a en termes de Mais il y a une demande capacité. énergétique. Et donc, Mhm. comme le data center est limité dans son approvisionnement énergétique, il est obligé de libérer des racks. Et ces racks donc, sont disponibles pour de l'utilisation non énergivore. Et c'est là qu'on intervient. D'accord. D'accord, donc c'est réutiliser ces racks et adapter avec vos solutions qui pourraient être réintégrées dans les data centers pour venir quelque part soulager le reste du parc. Est-ce que ça serait au final complémentaire ou est-ce que à terme ça serait vraiment remplacer tous les supports de stockage électronique? Si on regarde l'histoire, il n'y a aucun support qui a disparu. À part quelques petites choses, La les bande zip magnétique drive et du les conneries. VHS Mais... par exemple, elle a complètement Non, non, la disparu, bande non? magnétique. En fait, les familles de technologies n'ont pas disparu. La bande magnétique existe toujours. Le disque dur existe toujours. Hmm. Et la cellule de charge aussi, sont toutes des technologies assez vieilles. L'optique Ça existe sera toujours. vraiment... C'est peut-être celui qui est le plus en délicatesse, mais tout existe. Hmm. Donc ça serait une option supplémentaire Oui. qui serait plus économique, plus écologique
Enfin, économique. On n'a pas parlé du prix de ce genre de technologie, mais j'imagine qu'au tout début, ça va pas forcément être quelque chose de cadeau, entre guillemets, vu le coût de recherche et développement qu'il doit y avoir derrière. Euh, Oui, on ne veut et pas que ça soit pas cher au début, ça c'est sera très normal, cher. mais bien sûr, il faut aussi participer à l'innovation, au coût de développement, au risque que vous avez pris chez Biomemory, même d'autres acteurs, clairement. Et une question, pourquoi vous n'êtes pas aux US aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est toujours une question de compromis. Il y a des avantages et des inconvénients à être aux US. Il est vrai que pour la culture du travail, j'ai une préférence pour les US. Alors, pas tous les US. Je m'entends plutôt bien avec la baie du Sud de San Francisco. Mhm. San C'est José. de San Jose à Palo Alto, Mhm. Santa Clara, enfin, ces villes-là Bon, où la partie Silicon Valley est pure. ouais, je suis pas très fan de. San Francisco m'amuse, mais Mhm. c'est pas l'endroit dans lequel j'ai envie d'être. Puis il fait pas très chaud, il y a un microclimat qui est pas forcément agréable tous les jours. Non, non, c'est agréable. C'est la Bretagne. Non, blague Voilà, à moi, je suis part. breton et non, c'est bien. Ah, d'accord. Non, non, c'est que moi, j'aime bien travailler. En fait, j'aime bien être occupé par ce que je fais. Mhm. Et je suis occupé par mon travail. Et on travaille 7 jours sur 7. Mhm. Donc c'est J'imagine. très agréable. Mais par contre, c'est pas très lifestyle. Hein. C'est pas, on brunche pas le dimanche. C'est sûr Ça, que la ça- culture de la vallée, c'est très centré travail, hein. Ça, c'est sûr que. On est défini par notre travail, mais Mhm. moi, ça m'arrange parce que c'est comme ça que je veux vivre. Mais Oui. euh, d'autres- il y a des défauts et le principal défaut que je vois, c'est que c'est assez difficile de bootstrapper une entreprise quand on est étranger. Alors, Mhm. c'est faisable, hein, Bien sûr. mais je trouve que c'est Si on regarde plus Mistral, facile. par exemple, Mistral a plutôt bien réussi, pour le coup. Mais Ils sont pas sur le même créneau que vous, mais ils ont quand même réussi à conquérir les cloud providers américains, par exemple, et à s'installer. j'écarte les extrêmes. Je pense que Mistral est un extrême, il y en a d'autres. Mhm. Pour une start-up de bonne qualité, mais moyenne, comme Biomemory, je pense que c'est plus simple de démarrer en France. On a D'accord. notamment BPI qui aide énormément. On n'a pas l'équivalent aux États-Unis. D'accord. Et c'est pas trop dur, justement, de trouver les talents dans la tech en France? Extrêmement difficile. Ouais. C'est quoi, tu dirais, le pain point que vous rencontrez le plus souvent pour recruter des profils tech en France? Le système français n'est pas un système qui conduit les gens à rapidement se tromper pour apprendre. C'est bien vrai. La Donc peur ça de donne l'échec. beaucoup de spectateurs, beaucoup de personnes qui regardent comment ça se passe, mais ne prennent pas de risques. D'accord. Et donc il faut aller chercher les personnes qui font plutôt que les personnes qui commentent. Hmm. Il y en a peu en France. Et vous cantonnez en France ou à l'Europe aussi? Vous cherchez en Non, Europe? l'Europe, la France, c'est pareil. L'Europe, la France, peu importe. L'idée, c'est de devenir un acteur mondial et Mm. on sera Mm. très rapidement un acteur mondial avec très certainement un bureau aux US et un bureau en Asie. D'accord. Et j'ai une idée très claire pour ça. Pourquoi l'Asie? Parce qu'en Asie, il y a énormément d'acteurs des semi-conducteurs et que le prolongement naturel de Biomemory, c'est les semi-conducteurs. On est très Mm. lié à ce monde-là. D'accord. Et après, tu penses que le fait d'être aux US vous limite pas en termes aussi de levée de fonds, parce que pour innover, il faut des fonds. Et l'Europe est assez mauvaise là-dessus, on l'a vu avec certaines startups précédentes. Est-ce que là, il n'y aurait pas un intérêt aussi à aller aux US pour aller chercher des fonds peut-être un peu plus importants qui vous permettraient de devenir cet acteur mondial que tu décrivais? Je crois que c'est pas le principal intérêt des US. C'est un intérêt, la levée de fonds. C'est sûr que euh, l'investissement est beaucoup plus important aux US. En fait, c'est structurellement comme ça parce que les retraites sont gérées très différemment. Oui. Donc par capitalisation, donc il y a forcément des investissements partout, Mm. y compris des familles elles-mêmes. Il y a 60% des familles qui investissent dans les startups. C'est énorme. Si on prend la stat, Ouais. si on la ramène à la France, je pense que c'est peut-être 1 ou 2%. Mais c'est pas le Et encore, principal je suis intérêt. gentil. Je connais pas les chiffres en France, mais quand Mm. j'entends les chiffres US, c'est incroyable. C'est clair. Euh, mais le plus important aux US, c'est l'accès au marché. Mm. Le marché est gigantesque et pas fragmenté comme en Europe, où le marché est plutôt petit et risque adverse. Ouais. Donc heureusement pour Biomemory, on a des acteurs des acteurs étatiques notamment, qui veulent nous accompagner et qui sont très motivés, qui
comprennent l'innovation, qui l'ont euh, analysée, auditée scientifiquement, D'accord. et donc sont très, très, très en amont de plein d'autres. On a aussi des sociétés du CAC 40 qui veulent absolument y aller. Mais pour ces quelques acteurs, il y en a beaucoup qui préfèrent acheter des produits sur étagère américains. Hmm. Et donc, il faudra forcément passer par la case américaine pour être un produit sur étagère américain, en tout Ouais. cas apparaissant dans les catalogues américains. Pour après Mais ça, être c'est acheté normal. par les entreprises françaises, quelque part. Oui, mais Ça donne une crédibilité, tu penses? Ou un gage de fiabilité, je sais pas comment on pourrait dire. Oui. Hmm. Oui, et la raison, elle est assez claire. Euh, les Américains sont assez exigeants Hmm. sur les produits. C'est vrai. Et donc, les entreprises françaises, souvent ont raison, et je le déplore, hein, ont raison de faire confiance aux produits américains. Mais ils ne sont pas parfaits. Hmm. J'ai entendu un chiffre récemment sur les licences logicielles. 88% des licences logicielles consommées en France sont étrangères à l'Europe. C'est énorme. Mais ça m'étonne pas non plus. Toutes les technologies quasiment qu'on utilise sont américaines. Tous les outils quasiment sont américains. Il n'y a qu'à regarder les outils de discussion. WhatsApp, Slack, toutes des boîtes américaines. Ça m'étonne que très peu. J'ai une question que j'avais pas forcément prévue, mais tu me dis si tu peux répondre. Hein, mais est-ce que du coup, donc là, vous développez le stockage. On parlait avant l'émission que vous êtes en train aussi. Vous voulez aller sur le terrain du compute. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté derrière de créer votre propre cloud et de le mettre à disposition des entreprises directement, plutôt que de vendre votre hardware comme vous pourriez le faire actuellement? Oui, alors, effectivement, on va devoir créer notre propre cloud. Alors, ce ne sera pas du tout un cloud comme AWS ou même OVH. Hein. Ça sera une petite chose très spécialisée, mais oui, on va le faire pour montrer que c'est possible. Hmm. Et ça va arriver très tôt. Donc c'est plus une preuve de concept au final qu'un vrai business derrière que vous Non, allez c'est un vrai développer. business. C'est un vrai Justement, il business. faut pas les preuves de. Moi, je suis allergique aux preuves de concept. D'accord. Ça donne pas des business. Non, on part du cas d'usage, Ouais. on crée tout le produit et donc les activités commerciales autour du cas d'usage pour que ce soit répétable. D'accord. Le gros danger, justement, c'est de faire des preuves de concept qui sont très proches du service et donc d'être un sous-traitant de grands groupes en tant que start-up. Et ça, on le voit beaucoup. Hein, je pense que les investisseurs en start-up, quand ils voient le chiffre d'affaires généré par leur start-up, sont très contents. Mais quand ils vont regarder le contenu du chiffre d'affaires, ils remarquent que dans 90% des cas, c'est du service. Hmm. Ça ne donne pas des très grosses startups, ça ne donne pas des grosses idées, ça ne va pas innover très loin en général. Il faut se méfier. Hmm. Donc en fait, si tu veux aller sur du long terme, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas partir sur du POC, mais il faut vraiment partir sur Du cas d'usage. du cas d'usage directement, Avec- partir du business du client et construire avec le client et les clients derrière, je pense. Oui, de la valeur créée qui est lisible Hmm. et ça permet d'aller ensuite très loin. Et que ce soit perceptible par le client, qu'il Hmm. y trouve son compte aussi, bien sûr, puisque c'est ça qui va permettre derrière de débloquer des investissements et vous d'innover et de continuer justement à proposer des solutions qui vont, je pense en tout cas, révolutionner le marché et même l'informatique moderne, pourquoi pas. Notre volonté à nous, c'est de rien révolutionner du tout, c'est d'aider. Hmm. Si ça se fait par la révolution, si les gens le perçoivent comme une révolution, libre à eux, nous, on veut aider. Je pense, enfin, en tout cas, je parle de mon point de vue personnel, je pense que ça révolutionne quand même pas mal de choses, de se dire que sur de l'ADN ou quelque chose qui est très compact et qui peut être vraiment euh, miniaturisé à son paroxysme, stocker jusqu'à 1 péta de données, par exemple, et l'avoir dans sa poche, tu vois. Je voulais parler un petit peu avec toi, donc tu as cofondé Biomemory, donc tu es bien inscrit dans on va dire la tech française et l'entrepreneuriat français. Quelle est ta lecture aujourd'hui de l'entrepreneuriat en France? Est-ce que tu penses qu'on est plutôt bien placé? Est-ce que tu penses qu'on se défend bien, qu'on invente des belles choses? Ou au contraire qu'on a encore potentiellement des progrès à faire? Je pense qu'il y a de très bons entrepreneurs en France. Je vois vraiment des gens exceptionnels tous les jours et je dis pas ça pour flatter ou pour répondre pour cocher les cases. Je discute avec des gens qui m'impressionnent et
Des fois, je rencontre des entrepreneurs et je me dis, pour cette personne, je pourrais bosser. Je pourrais redevenir un salarié Mm. sans problème. Euh, Il y a aussi de très mauvais entrepreneurs, mais comme dans tous les domaines, euh, ce- ce- le point qui m'embête un peu plus, c'est la perception qu'ont les gens des entrepreneurs en France. Je pense qu'il y a une confusion entre les dirigeants Mm. d'entreprise et les entrepreneurs. Donc, j'ai rien à dire sur les dirigeants d'entreprise, mais par contre, c'est compliqué de voir à quel point il y a une mauvaise euh, évaluation des risques qui sont pris par les entrepreneurs, du temps qu'ils consacrent au détriment de tout pour faire réussir le projet. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Même à la vente de l'entreprise, la majorité, l'écrasante majorité d'entre eux ne perçoivent pas grand-chose ou rien au regard du temps investi. Généralement, une grande partie des salariés de l'entreprise gagnent plus Mm. pendant et après. D'accord. Et C'est donc, très vrai. je déplore fondamentalement le fait qu'on perçoive les entrepreneurs en France comme des profiteurs. En tout cas, dans mon domaine technologique, j'ai pas l'impression que c'est des profiteurs. On se démène comme des fous. Mm. On essaye du mieux qu'on peut de créer de l'emploi, de satisfaire tout le monde, de répondre à toutes les exigences de toutes les lois. Et on fait face très souvent à des personnes jamais contentes, jamais satisfaites. Et on est la racine de tous les maux de tout le monde. Et c'est un peu dommage. Pourtant, quand l'entreprise s'arrête, si elle fait défaut ou qu'elle est vendue, il nous reste souvent rien. Mm. Souvent. Et oui, on aura toujours 10, 15, 20 exemples de startups où les gens se sont enrichis. Ouais, pas de problème. Mais toutes les autres, c'est pas le cas. Bien sûr, la majorité des startups crachent après je crois que c'est la Moi, je deuxième dis année, même quelque pas chose ça, comme c'est quand ça. elles sont vendues, les investisseurs se servent d'abord et ils ont raison. Mm. Les entrepreneurs, c'est très rare qu'eux, ils aient quelque chose d'impressionnant à la fin. Mm. Et en ce qui me concerne, j'aurais mieux fait de rester salarié si mon objectif c'était de créer du patrimoine. Ouais. Je fais ça parce que je suis très heureux de le faire et de contribuer. Parce que ça fait partie de ta mission, quelque part. Oui. Ouais. Mais j'aimerais qu'on entende un petit peu moins que les entrepreneurs sont des profiteurs ou sont Mm. des personnes qui réfléchissent mal et que n'importe quel sélectionneur de l'équipe de France serait meilleur que nous. Ouais. Un peu à la mode Ah oui, de c'est comment. dur comme propos. Oui, mais je le dis, j'entends trop souvent ce que les gens feraient mieux que moi et c'est très dur ce qu'on fait. Et je Bien fais pas sûr, tout et parfaitement, puis mais les risques, comme tu disais, les risques, le temps que tu prends, c'est du temps que tu donnes pas à ta famille, par exemple. ah bah oui, Donc, oui, le donc week-end, je suis obligé de travailler pour préparer la semaine. ouais. J'ai 2 enfants. Ah, c'est clair qu'ils ont droit avec moi à un bout du samedi matin Mm. et à un bout du dimanche après-midi. C'est tout. Voilà ce qu'ils connaissent de leur père. Non, mais c'est on va dire le bas de l'iceberg que personne ne voit. Les gens voient le sommet effectivement avec des exemples de réussite, mais c'est pas le cas de tous les entrepreneurs. J'en parlais dans un podcast aussi avec c'était Luc Julia qui disait que dans la Silicon Valley, c'était le cimetière des startups au final parce qu'il y a plus de cas, plus de startups qui échouent que de startups qui réussissent. Et c'est le cas aussi, partout, même en France. Mais c'est vrai qu'on prend peut-être trop comme exemple des entrepreneurs qui ont extrêmement bien réussi, peut-être qui se montrent aussi et qui donnent une mauvaise image. Bon, je ne sais pas s'ils donnent une mauvaise image. En tout cas, cette perception-là est erronée. Tu disais que tu étais très heureux donc, dans ta vie d'entrepreneur actuellement. C'est aussi pour ça que tu as décidé d'être entrepreneur et de consacrer une bonne part de ta vie à Biomemory. Si, je vais te poser la question, si tu devais bosser dans un autre domaine totalement différent, ça serait lequel? Je me Si suis tu déjà posé la challenges un petit question, peu. donc c'est je trouve que c'est une très bonne question. J'ai réfléchi à ce sujet avec ma compagne, D'accord. qui elle aussi est entrepreneur. Et on s'est demandé ce qu'on ferait si on devait travailler dans un domaine radicalement différent. Et une des idées qui nous fait un petit peu vibrer, ça serait de monter un refuge pour des animaux. Parce qu'on aime D'accord. tous les deux beaucoup les animaux, les chiens et les chats. Et de gérer ce refuge avec ce qu'on a appris dans nos domaines respectifs. Donc dans le mien, c'est la start-up. Et donc de savoir financer ça bien et d'offrir un confort de vie aux animaux et de la réadoption de manière très puissante, mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Donc via les associations,
trouve très bien, mais défaillante sur certains sujets. Et donc, ouais, j'aimerais faire ça, Ok, me consacrer aux animaux. beau projet en tout cas. Totalement différent de ce que tu fais actuellement, mais pour le coup, c'était ma question. Euh, Tu travailles sur des technos, comme on disait, qui flirtent un peu avec la science-fiction, quelque part, pour certaines personnes, en tout cas. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui potentiellement t'a marqué ou qui t'a inspiré dans cette aventure de biomémorie? Ah, il y en a tellement. C'est le côté geek, je pense, parce que Il y en tu a me tellement. disais, tu parlais des jeux vidéo juste avant qu'on commence l'émission. Euh, mais si tu devais en choisir, allez, un ou deux, soyons sympas. Waouh. Waouh. Ça va être très dur. Oui, je pense que les deux auteurs que j'ai préférés en science-fiction, euh, donc un vieil auteur qui est Isaac Asimov, comme un peu tout le monde. Ouais. Euh, les deux cycles sur les robots et fondations m'ont énormément inspiré. D'où les idées de calcul sur des données real world, etc. D'accord. Ça, et après, plus récemment, Liu Cixin, donc Liu Cixin en français, pour le problème à trois corps. Hmm. Bon livre aussi. Il y a le Le film bon aussi, je cycle. crois, sur Netflix, il me semble. Je sais pas si tu Oui, l'as c'est pas pas un vu. film, c'est une série Une série plutôt, oui. intéressante, très en deçà évidemment des livres. Je pense que ça va être compliqué de faire une très belle série ou un bon film avec ces livres-là. J'ai trouvé que cet auteur est d'un niveau équivalent à celui d'Asimov, ce qui m'a un peu perturbé Ouais. au début. Et puis sinon, un auteur, j'arrive jamais à me souvenir du nom, mais je connais ses livres, The Martian, donc euh, Seul sur Mars, Mm. et un livre qui s'appelle Project Hail Mary, donc le projet dernière chance du même auteur, que je trouve intéressant. Il y a un petit passage fascinant. Il faut sauver la Terre. Mm. Pour sauver la Terre, ils doivent se rendre très loin sur une autre galaxie, dans la galaxie, mais ailleurs. Pour ça, ils vont voyager très très vite. Et pour pouvoir prendre des bonnes décisions et les renvoyer sur Terre pour pouvoir sauver la Terre, Mm. ils emportent toutes les données d'humanité. Ok. Et donc ils se posent la question si le matériel ne veut pas tomber en panne. C'est marrant, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ils ont qu'à utiliser biomémorie. Voilà. Potentiellement. Non, il y a une question que j'avais posée à notre invité. Et c'était au sujet de la technologie. Est-ce qu'il y a une technologie aujourd'hui que tout le monde utilise, mais que toi, vraiment, tu détestes par-dessus tout? Et que vraiment, si tu pouvais t'en passer, tu le ferais, quoi. Oui, absolument. Je faisais la réflexion ce matin. Tu vois encore que je suis toujours en train de réfléchir. Oui, en fait, l'actualité de ces derniers jours est frappante. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être dans ce film Idiocratie, où les gens surréagissent à n'importe quoi avec bêtises. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'on les éduque pour les rendre bêtes. Moi, le premier. Ça polarise autour d'événements, autour de situations politiques. Mhm. Et donc, on est le camp du bien, et le camp d'en face est le camp du mal. Et voilà, il faut tuer l'autre. Et je pense que la technologie qui va promouvoir ça très fort, c'est les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, je pense que les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui détruisent l'humanité, enlèvent la spiritualité qu'il peut nous rester, qu'elle soit dans la religion ou autre chose. La spiritualité est dans beaucoup de domaines. Notre relation aux animaux peut être une forme de spiritualité, la philosophie Clairement. une autre. Euh, et donc, si aujourd'hui des technologies disparaissent, c'est probablement celle-ci, pour laisser la place à un retour à nos familles, à nos voisins, à nos communautés, Et plus de localité, au final. de localité ou d'humanité. Même la déferlante de haine qu'il y a sur les réseaux, sur certains réseaux, pas tous. Souhaiter la mort de quelqu'un, quand même, c'est énorme, hein. Mm. Enfin, faut se rendre compte de ce que ça veut dire. On a créé nos communautés humaines, nos États, pour éviter ça. Et maintenant, on éduque les personnes pour qu'elles souhaitent la mort d'autres personnes Mm. au sein d'un même État. Ou sur une sorte de méta-État, quelque part, que sont les GAFAM d'aujourd'hui, potentiellement, et les réseaux sociaux. Je pense que les GAFAM sont juste
des, des roues dentées de ça. C'est pas eux qui décident. Hmm. Je sais pas. C'est une bonne question parce que j'ai l'impression que les gouvernements sont un peu encore largués, et ça fait des années, par rapport à ces technologies et ont du mal encore à les appréhender. Et justement, bah, ces technologies causent quelque part le désordre un peu de la démocratie actuelle. Je suis pas C'est très peut-être sûr que comme les ça que je le gouvernements vois. soient largués. Je suis pas très sûr qu'il Tu penses pas? y ait autant d'ignorance à tous les étages. Hmm. Je sais pas, c'est un sentiment en tout cas. C'est pas forcément une opinion, mais c'est un sentiment, je trouve, qui ressort où je me dis, bah, est-ce qu'on se ferait pas dominer au final par des boîtes technologiques et que les États, de plus en plus, essaieraient enfin, se feraient quelque part dominer par ces boîtes-là? Ouais, il faut regarder à nouveau Robocop, hein. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses dans ce film. Ça sera l'étape d'après. Avant qu'on clôture l'émission, est-ce que tu auras un mot ou quelque chose que tu souhaiterais partager en particulier à nos auditeurs? Quelque chose qui te tient à cœur ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais aborder sur les minutes qui restent? Ouais, je voudrais que, enfin, pour rebondir sur le sujet d'avant, hein, c'est que les auditeurs imaginent un monde où, par exemple, le dimanche, ils se consacrent à leurs amis, leur famille, sans forcément aller sur un fil Twitter, X, Facebook ou autre, ou TikTok, j'en oublie plein, mais euh, un monde où ils ne se mettent pas devant un écran, mais devant un jeu de société, ou une balade en forêt, ou Mm. voilà, ce monde-là, le monde qu'on a connu, je crois, dans les années 80, qui avait ses défauts, mais qui avait ses qualités. Ben, j'aimerais bien qu'on retrouve de temps en temps cet espace pour pouvoir se recentrer sur ce qu'on est, c'est-à-dire une espèce sociale, des mammifères, avec la volonté de vivre ensemble. Mm. Très beau message. Donc se reconnecter quelque part à la simplicité du monde tel qu'on le connaît, sans forcément toute la complexité que l'humain a rajoutée par-dessus. Parce que de ce que je comprends de ton message et de la manière dont moi je l'interprète. Très clair. Bah écoute, merci Irfan en tout cas d'être venu, d'avoir pris le temps de venir dans Orange Grenadine. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Merci pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour retrouver un nouvel épisode d'Orange Grenadine où on parlera de carrière, d'IT et d'entrepreneuriat. Merci à tous.